messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actunews, un numéro en tout cas, je dirais spécial, avec une personne également spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de la diaspora congolaise. Il est vrai, mesdames et messieurs, nous reprochons beaucoup de mots à cette diaspora, allais-je dire. Parmi elles, il y a ceux qui nous insultent, il y a ceux qui nous encouragent aussi dans le travail que nous faisions. Et aujourd'hui, nous allons plutôt aborder une thématique, je dirais, spéciale. Nous allons parler de la stratégie pour accroître les investissements de la diaspora congolaise ici au pays. Comme vous le savez, c'est pratiquement tous les week-ends que nous courons, je dirais, à travers les agences, recevoir ou retirer les peu que nos frères et sœurs éparpillés à travers le monde nous envoient. Mais est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut canaliser tous ces moyens? Est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre en place une politique pour voir comment canaliser ou permettre à cette diaspora de revenir au pays et investir? Et nous en parlons au cours de cette émission avec un habitué de cette émission. Il a été ici au pays, c'est quelqu'un de la diaspora d'abord, il a vécu plus de 18 ans aux États-Unis, il était ici au pays, il a fait un bref retour aux États-Unis et il est encore revenu au pays. Lui, c'est M. Patient Katabana Baraka, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue, bon retour au pays. Merci beaucoup, bonjour à vous également et bonne nouvelle année 2020. Merci beaucoup, comment allez-vous? Je me porte très bien, j'ai le moral haut et je suis content d'être encore au pays et de voir encore notre peuple. 18 ans aux États-Unis, quelques mois à Kinshasa, un retour encore aux États-Unis et vous êtes encore au pays. Est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien, monsieur Hervé. C'est parce que nous avons des familles que nous avons conçues aux États-Unis, comme la plupart de mes collègues de la diaspora. Et donc, nous sommes déchirés entre les deux nations. Moi, je considère les États-Unis comme ma mère adoptive et je considère le Congo comme ma mère biologique. Et donc, vous sentez que j'ai cet amour-là vers les deux nations, Et donc, les deux nations représentent mes deux mamans qui me manquent beaucoup. Très bien. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des stratégies pour accroître les investissements de vous, de la diaspora, ici au pays. D'abord, lesquels voyez-vous notre diaspora d'une manière générale? Bon, Hervé, avant d'entrer dans les détails, j'ai une pensée pieuse pour notre maman. Il y a une sœur, une maman qui nous vient de nous quitter. C'est maman Christine Moloto, l'épouse, la veuve de papa Ale Moloto, qui nous a beaucoup aider nous de la diaspora congolaise. C'est-à-dire que quand nous plairions, quand nous pensions au pays, il y a la musique de Papa Ale Moloto qui nous a élevés, qui a élevé notre nation et qui a mené le Congo vers sa destinée prophétique pour que le Congo puisse jouer un rôle très important dans le concert des nations en tant que corps de Christ. Et donc ma pensée va directement vers la famille de Maman Christine Moloto, à qui je présente toutes mes condoléances les plus attristées, et ainsi que je partage la douleur des orphelins maintenant qui restent sans maman, sans papa. Et à nous de la diaspora de continuer à penser aux veuves et aux orphelins qui nous restent, parce que lorsqu'Ale Moloto est parti, en tout cas, il savait que nous allons prendre en charge sa famille. Mais malheureusement, je dois le dire avec toute la douleur que cette dame-là, moi j'ai eu la chance de la rencontrer et de discuter avec elle sur les perspectives de l'avenir et comment nous pouvons nous impliquer dans sa vie. Malheureusement, elle est partie trop tôt. Donc, paix à ton âme, maman Christine Moloto. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que la diaspora congolaise actuelle, ou la diaspora africaine, c'est une diaspora qui est devenue très dynamique. C'est une diaspora entreprenante. C'est une diaspora bien informée et bien formée. En dehors de quelques dérapages que vous remarquez par-ci par-là, mais il faut dire que beaucoup de pays africains aujourd'hui capitalisent sur leur diaspora. Et le plus de gens que vous avez à l'extérieur, le plus je peux dire, des capitaux vous avez à l'extérieur. Parce que chaque enfant congolais qui va dans une école américaine ou bien dans une école européenne, c'est déjà un capital humain sur lequel nous pouvons capitaliser. Et donc, non seulement en matière de ressources, nous sommes en train d'envoyer l'argent au pays pour soutenir nos familles, d'investir dans des micro-projets, micro et petites et moyennes entreprises, mais aussi nous sommes en train de cibler la formation, une formation
multidimensionnel où on forme l'être humain dans toute sa dimension afin que nous puissions venir au pays et contribuer au développement de notre pays. Donc voici cette diaspora-là, l'élite que je représente aujourd'hui ici devant vous. Très bien. Alors avec vous, nous parlons des stratégies pour accroître les investissements de vous, de la diaspora en RDC. D'abord une question, à travers tout ce que vous faites comme transfert dans les agences, est-ce que notre pays ou l'État congolais gagne? C'est-à-dire quoi? L'État congolais gagne à des différents niveaux. Nous avons par exemple aux États-Unis, selon les statistiques, la diaspora congolaise a envoyé plus de 10 milliards de dollars. Je dis bien 10 milliards de dollars en RDC Congo. Ça, c'est en une année ou c'est... Non, en une année, l'enveloppe totale que nous avons envoyée, c'est plus de 10 milliards de dollars. Pour l'année 2019. 2019. Hein? C'est-à-dire que même dans les années 2015-2016, on sait que c'est le même montant, aux alentours du même montant. Maintenant, lorsque vous allez dans les divisions ou subdivisions de structures, vous remarquerez que les banques congolaises, ils y gagnent quelque chose. Les agences de transfert, ou les Money Transfer Agency, ils y gagnent quelque chose. Mais aussi le fait que vous parlez de l'inflation ou bien la disponibilité des devises étrangères, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, nous contribuons à la stabilité des taux de change. Et donc, nous contribuons également à la stabilité du taux d'échange, mais aussi à combattre l'inflation qui peut résulter entre l'offre et la demande. C'est comme ça que notre trajet est tenté de contribuer ici. Mais il faut dire qu'il y a ces Congolais-là qui ont envoyé beaucoup d'argent pour investir ici, que ce soit des petites et moyennes entreprises, comme on peut dire lavage à sec, fabrication de savons, transport et communication, restauration, hôtellerie. Et donc ce sont des transferts d'argent qui se font chaque semaine, chaque mois, et les gens là à l'étranger travaillent durement, péniblement pour envoyer cet argent ici au Congo. Mais pour répondre à la question, maintenant, quelle stratégie prendre pour maximiser les investissements de la diaspora congolaise au Congo, ici au pays? C'est ça la question. Allez-y. Monsieur Hervé, je pense que lorsque nous avons obtenu l'alternance politique, cette alternance-là a créé de nouvelles attentes. Non seulement en termes d'aspiration, mais aussi en termes de vision. Les Congolais de la diaspora, non seulement ils ont combattu l'ancien régime, donc ils se sont inscrits dans la logique du changement. Et nous pensons que non seulement ce combat-là ne peut pas rester seulement politique, il doit être aussi économique. C'est-à-dire quoi? Nous avons espéré que lorsque nous aurons l'alternance, il y aura l'ouverture politico-économique et sociale qui permettrait à la diaspora de commencer à penser ou à repenser comment venir investir au pays. Malheureusement, une année après l'investiture du nouveau président, on sait que la diaspora hésite. Et si la diaspora congolaise hésite encore à venir ici, c'est parce qu'on ne sent pas des signaux forts en ce qui nous concerne. Vous savez, M. Hervé Thomas, lorsque vous vivez dans un pays comme les États-Unis où j'ai vécu, les concepts de la transparence, la bonne gestion, la bonne gouvernance ou la responsabilité, où on vous confie quelque chose et on vous demande des comptes après, ce sont des concepts clés. Mais on ne voit pas cela au pays. Ça, c'est le premier point. Donc, les choses qui sont en train de bloquer, que la diaspora vienne aussi. Deuxièmement, vous savez que la diaspora congolaise, elle vit dans des pays modernes, où nous avons acquis de nouvelles valeurs, notamment les valeurs du respect, de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme, les droits de la femme, les droits à l'éducation. Et donc, ce sont des questionnements qui nous entourent, nous, de la diaspora, lorsqu'on veut prendre la décision de venir au Congo. Est-ce que les droits de l'homme est promis? Est-ce que l'éducation, le niveau d'éducation au Congo, est-ce que la circulation, les tracasseries policières continuent? Et donc, lorsque vous cherchez à répondre à ces questionnements, alors vous butez quelque part à un blocage, parce que on vous dira que ça ne marche pas encore, ça ne marche pas encore. Et donc, il y a un travail qui doit être fait en amont
par rapport aux gouvernants et aux responsables du pays pour essayer d'attirer non seulement, et je précise ici, la diaspora congolaise, mais aussi les investisseurs étrangers. Parce que même si je dois commencer une entreprise qui va engager 10, 15 personnes, mais je suis aussi un investisseur. Donc voici là les questions de fond auxquelles on devra répondre pour permettre à la diaspora congolaise de venir investir au pays. Très bien. Alors vous estimez que les régimes actuels ne donnent pas des signaux forts pouvant permettre à vous de la diaspora de revenir et investir ici au pays. Alors qu'est-ce que concrètement vous aimeriez que les régimes ou les pouvoirs actuels puissent faire? Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas que lorsque les Congolais viennent ici, on roule les tapis rouges ici à l'aéroport. Nous demandons des signaux forts. Par exemple, la lutte contre la corruption, monsieur Hervé. Vous savez, là, c'est quelque chose qui ne se fera pas en tout cas non, en une journée. Mais c'est-à-dire, vous refusez les investisseurs de venir dans votre pays. Hein? Si vous refusez de combattre la corruption, c'est que vous refusez les investisseurs. Vous savez que la corruption a été institutionnalisée et aujourd'hui la corruption constitue comme un mode de gestion des entreprises publiques. Ce qui est malheureux, parce que lorsque vous considérez la corruption comme un virus, mais lorsqu'il commence par l'oreille, il finit par attraper tous les corps. Et donc, on ne peut pas venir brusquement comme ça lorsqu'on ne sait pas des signaux de lutte contre la corruption. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, vous savez que nous avons les pays où les passeports coûtent. Les passeports, mais aussi les visas coûtent très cher. On doit revoir la nomenclature de ces frais-là, de tous ces documents. Pourquoi ils coûtent cher? Monsieur Hervé Thomas, vous savez que si vous voulez investir au Congo, il faut avoir la résidence au Congo. Comme moi, je suis citoyen américain, j'ai obtenu mon visa, j'ai payé mon visa, bien qu'exorbitant, plus cher, pour un mois, 90 $, j'arrive ici. Mais si je dois m'établir ici, il me faut la carte de résidence. La résidence au Congo vous coûte plus de 3 000 $, selon les informations qui m'ont été données, la résidence au Congo. Mais maintenant, regarde que pour venir investir ici, je dois déjà dépenser tout cet argent-là pour ne fût-ce que, mais avant d'installer mon entreprise, mais ne fût-ce que les démarches pour être en règle avec le gouvernement. Non seulement ça, mais je dois vous révéler d'autres choses. Le Congo a le port le plus cher au monde, le port de Matadi ou de Boma. Lorsque vous voulez envoyer un conteneur à partir des États-Unis où je vis, on vous dit, si vous amenez votre conteneur à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam, c'est 4 000 $. Je parle de 40 pieds. Si vous l'amenez au port de Mombasa, c'est 4 200 $. Si vous l'amenez au port de Brazzaville, c'est quel port encore? Le port de Brazzaville ici, on vous dit c'est 6 000 $. Mais lorsque vous donnez le port de Matadi, on vous dit 9 000 $. Voyez la différence. Donc c'est cette disparité dans les coûts qui amène les Congolais à réfléchir des fois lorsqu'ils doivent venir au pays. Donc lorsque je parle de signaux forts, y compris également que le gouvernement doit s'atteler à résoudre ce problème de coûts exorbitants de notre port à Matadi. Mais il faut ajouter également que non seulement les coûts, mais aussi les démarches, on doit nous aider. Et là, je l'avais déjà dit que le nouveau gouvernant, le nouveau chef de l'État, il doit discuter ces questions comme il était à Londres, il a senti la pression de la diaspora congolaise. Une diaspora qui veut s'impliquer non seulement dans l'historicité de notre pays, mais aussi dans la reconstruction de notre pays. Et c'est pourquoi nous avons ces questions-là. Pourquoi ne pas ouvrir un bureau où les Congolais de la diaspora, lorsqu'ils viennent ici, que ce soit un bureau qui est associé avec les affaires étrangères, ou bien le ministère de l'économie, ministère du commerce extérieur, ou les agences comme la NAPI, Agence nationale de promotion des industries, ou bien la FPI, Fonds de promotion des industries, des agences pareilles où nous pouvons aller nous enregistrer. Moi, en tant que citoyen tel, je suis citoyen américain, mais de Congolais d'origine, je rentre au pays, je voulais ouvrir quelque chose ici, aidez-moi à obtenir tel et tel et tel document, plutôt que de m'embourber dans l'administration congolaise. Et vous savez quoi, pour commencer un business, pour ouvrir un business aux États-Unis, 2 jours, ça vous suffit d'avoir tous les documents. Je dis 2 jours, peut-être pas moins de 200 $. Alors ici au Congo? Même ici au Congo, mais vous êtes Congolais, vous connaissez.
On vous envoie au ministère du Travail, on vous envoie au ministère du Plan, on vous envoie au ministère de l'Économie, on vous envoie au tribunal, au cours des tribunaux, je ne sais pas pour faire. Doit être revu et révisé dans la perspective du XXIe siècle. Monsieur Hervé, je pense que ça c'est la partie de ma réponse. Très bien. Alors, on continue toujours de parler de la diaspora. Monsieur Patient, de quelle manière aujourd'hui, vous, de la diaspora, vous comptez apporter votre contribution sur le plan économique ici au pays? Sur le plan économique, nous avons déjà commencé à apporter notre contribution. Nous avons apporté d'abord la plus grande contribution que nous avons apportée au pays, c'était d'abord le changement démocratique qui s'est installé avec l'élection du président Félix Antoine Tshilombo à la tête de l'État. Sinon, parce que c'est un combat que nous avons mené pendant des années, des mobilisations, des marches, des marches, des lettres par-ci par-là. Nous avons fait le lobbying pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, sur le plan économique, c'est quoi? Il faudrait que les autorités prennent conscience que non seulement les Chinois, on doit appeler les Chinois, les Indiens, les Pakistanais que je vois par-ci, par-là, mais aussi il y a des fils et des filles de ces pays qui ont non seulement la matière grise, mais qui ont aussi les capacités de mobiliser des fonds à partir de l'extérieur pour venir ici. Et non seulement, vous savez, lorsque nous sommes à l'étranger, comme aux États-Unis, nous parlons à nos amis, à nos frères américains à propos du Congo, des investisseurs qui voudraient venir au Congo. Mais toujours est-il que lorsqu'ils vérifient sur Google, ils vérifient sur Internet, ils vous disent, you know what, I don't think the Congo is stable right now for me to go over there. I think we should wait a couple more years before we can go to Congo. Donc, les gens sont hésitants pour venir au Congo. Mais nous, les Congolais, sachant bien la culture, la mentalité et les atouts qu'offre notre pays, nous sommes prêts à prendre les risques pour venir ici. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons seulement le minimum. Qu'il y ait un service d'accueil ou bien un cadre professionnel qui nous accueille et qui nous donne des orientations précises pour ne pas s'embourber dans la bureaucratie congolaise où vous allez dépenser des milliers de dollars pour avoir un ou deux documents. Donc voici un peu une sorte d'orientation. Mais ce qui est vrai, c'est que vous sentez cet engouement lorsque le président était à Londres. Il a fait, vous savez, Londres c'est le siège de la diaspora congolaise, je veux dire de l'opposition de la diaspora congolaise, London. Et donc, il a lui-même senti l'effervescence de cette diaspora qui veut des responsables à la tête de l'État, qui veut des réponses à des questions précises par rapport à la gestion du pays, what we call accountability. Donc, vous devez rendre compte de la gestion du pays, non seulement ici au pays, mais aussi la diaspora voudrait voir comment est-ce qu'on dirige le pays du jour au jour, les tenants et les aboutissants des accords commerciaux, de ceci, cela, pour que nous puissions avoir un pays non seulement uni, mais que les fils du Congo soient les premiers bénéficiaires de nos richesses, monsieur Hervé. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, vous, de la diaspora ou les investisseurs d'une manière générale peuvent aujourd'hui se dire que non, le Congo c'est encore fréquentable sur les domaines des investissements? Mais c'est-à-dire quoi? Et je dois vous dire clairement que le Congo offre des potentialités énormes en termes de l'agro-industrie, la pêche, que ce soit sur les ressources, la biodiversité, que ce soit les minerais. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? Lorsque les institutions du pays ne sont pas stables et lorsque le chef de l'État n'envoie pas de signaux forts aux investisseurs que j'ai le contrôle et je vous garantis que vos investissements auront leur retour, je vous dis qu'il y a une sorte d'hésitation parce que vous estimez que le président ne garantit pas? Non, c'est-à-dire que bon, ce sont les institutions. Ne donnent pas de bonnes garanties. Non, c'est-à-dire les signaux. Nous attendons les signaux forts dans la lutte contre la corruption, dans les tracasseries policières, qu'on sente que le président a pris des options dures et il frappe à la table. Et là,
C'est tout, ce n'est pas seulement les Congolais de la diaspora, mais je parle des investisseurs de manière générale qui attendent ces signaux qu'on a. Tu sais, monsieur Hervé, pour combattre la corruption, on ne cherche pas à s'attaquer aux sentinelles. On s'attaque aux gros poissons. Regarde le modèle de l'Indonésie, de la Chine. On s'attaque aux généraux, on s'attaque aux ministres, on s'attaque aux vice-présidents, on s'attaque aux parlementaires, les gens qui représentent une certaine parcelle du pouvoir. Lorsqu'ils sont attrapés en flagrance délit, lorsqu'ils sont mis en quarantaine publiquement et devant la télévision, et tout le monde au bas de l'échelle a peur. C'est comme ça que l'Indonésie, la Malaisie et les autres géants de l'Asie ont tenté d'escalader vers le développement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce sont les gros... Vous parlez de 200 millions, détournement de 15 millions, 10 millions. Mais mon frère, ça ce sont des sommes colossaux, des sommes colossales qui peuvent entraîner une certaine croissance économique ou même un certain développement social du pays. Mais donc, nous attendons ces signaux forts. Mais qu'à cela ne tienne, il y a j'ai parlé de nomenclature de la douane congolaise, de la nomenclature des infrastructures. Vous savez, monsieur Hervé, lorsqu'on vous dit que vous allez payer 5 000 $ pour un camion de quitter Matadi jusqu'à Kinshasa, vous devez réfléchir deux fois. Pourquoi un prix exorbitant, un coût exorbitant comme ça? C'est parce que nous n'avons pas des infrastructures de communication. Donc le gouvernement doit faire son travail en amont et les investissements vont venir en aval. C'est-à-dire quoi? Vous savez, les infrastructures de transport et de communication vont permettre au prix des marchandises de baisser pour que ces marchandises soient accessibles aux consommateurs, aux derniers consommateurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut ajouter dans la structure de transport l'Internet également. L'Internet ici, chez vous, au pays, c'est encore une commodité qui est encore plus chère, qui n'est qu'accessible aux riches. Pendant que chez nous, l'Internet, c'est un outil d'investissement, un outil de travail. Et donc, quelqu'un qui devrait venir au Congo, il doit se poser toutes ces questions. C'est pourquoi lorsqu'on parle des projets, on parle de l'avant-projet, on parle de l'évaluation, on parle de la faisabilité de la chose, pour que vous ne puissiez pas amener, même si c'est 10 000, même si c'est 50 000, même si c'est $1 million, vous n'allez pas les jeter. Et pour votre rappel, vous savez que le Congo, dans les années 90, 91, avec le pillage qu'a connu le pays, on a qualifié le Congo d'un cimetière de capitaux. Les cimetières des capitaux, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que la plupart des investisseurs qui ont mené les biens matériels, immobiliers et qui ont investi des millions de dollars ici, ils ont tout perdu. Et l'État congolais ne promet pas de rembourser ou de repayer les investisseurs qui perdent leurs capitaux ici. Voici une autre dimension dont il faut tenir en compte. Et donc nous sommes ici dans une perspective où il faut qu'il y ait une réforme vraiment très profonde pour permettre à ce que la diaspora congolaise qui veut prendre les risques de venir investir au pays. Très bien. Alors selon certaines informations, l'entourage du président de la République est composé en grande partie des Congolais qui viennent de la diaspora. Alors comment vous expliquez aujourd'hui le fait que vos frères et sœurs qui viennent de la diaspora et qui entourent aujourd'hui le président de la République n'arrivent pas à transmettre à celui-ci vos doléances, vos soucis, vos problèmes? Vous savez, moi je ne peux pas juger l'entourage du chef de l'État, mais je pense que lorsque nous parlons de la diaspora, il y a ce qu'on appelle la diaspora agissante. Comme moi je suis de cette diaspora agissante. Nous avons cette diaspora de l'élite. Et comme moi je me classe parmi les gens qui réfléchissent pour le pays, avec l'esprit patriotique. Mais aussi il y a la diaspora passive. Et je m'en doute de cette diaspora-là dont vous faites allusion. Parce qu'une diaspora agissante, une diaspora des élites, c'est une diaspora qui prend les devants. Comme je vous ai dit dans mon introduction, j'ai dit que la diaspora congolaise aujourd'hui, elle est à l'avant-front. Hein? Donc à l'avant-garde de notre révolution. La révolution politique, la révolution économique, la révolution culturelle et la révolution sociale. Mais je ne sens pas de ces signaux autour du chef de l'État. Et je me pose les questions, est-ce que la diaspora congolaise qui est autour du chef de l'État, est-ce qu'ils se souviennent, est-ce qu'ils comprennent au moins le message de nos frères et sœurs qui sont partout ailleurs et qui voudraient venir s'inscrire non seulement dans la reconstruction du pays, mais l'élévation du Congo parmi les concerts des nations.
Mais ça, c'est une question qu'il faut leur poser. Quel est leur travail là-bas? Je ne pense pas que nous envoyer des photos et des documents du chef de l'État ou bien des documents mal tapés, c'est ce que nous voulons attendre d'eux. Nous voulons un travail de bonne qualité. C'est pourquoi je vous ai parlé au début de la responsabilisation de la diaspora. Je vous ai parlé de la transparence, monsieur Hervé. Je vous ai parlé de la bonne gestion, de la bonne gouvernance. Ce sont des concepts clés que nous devons être capables de voir dans le travail de la diaspora autour du chef de l'État, parce que vous l'avez évoqué cette question. Très bien, alors l'émission est complètement terminée, mais une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de la diaspora dite agissante, pouvez-vous aujourd'hui vous constituer en groupe et aller chercher, par exemple, à rencontrer le président de la République pour lui exposer tout ce que vous venez d'évoquer ici comme problème? Bon, monsieur Hervé, avant que je ne réponde à cette question, je dois donner une observation. Vous savez, les élections au Congo nous ont déchirés, nous de la diaspora. Nous étions unis lorsque nous combattions le pouvoir ancien de Joseph Kabila. Et maintenant, après les élections, nous sommes plus ou moins déchirés. Et ça, c'est une réalité. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ce qui est important ici, c'est que nous voulions voir une certaine rupture avec le nouveau pouvoir, entre le nouveau pouvoir et l'ancien pouvoir. Donc la rupture que nous avions souhaitée, ou l'alternance, ce n'était pas l'alternance seulement politique, mais une rupture également politique, une rupture économique avec l'ancien système de prédation, de pillage, de détournement, de tribalisme et de familles. Donc, mais aussi au niveau social, nous voulions voir une rupture avec les anciennes méthodes qui ont en quelque sorte rendu les Congolais les esclaves dans leur propre pays. Donc voici les signaux dont les Congolais de la diaspora voudraient voir. Et donc cette rupture-là, c'est une rupture à de plusieurs dimensions, économiques, sociales, politiques, culturelles, avec les manières dont on gère les pays, dont on gère les entreprises publiques. Mais maintenant, pour répondre à votre question, pour nous constituer à un groupe, nous ne pouvons pas avoir une diaspora de 5 à 6 millions de Congolais, c'est impossible. Mais nous avons des micro-groupes qui sont constitués à Washington, à Raleigh, Caroline du Nord, à Charlotte, Caroline du Nord, à Dallas, à Houston, à Michigan, Grand Rapids. Nous avons des groupes qui sont à Illinois, à Wisconsin. Et donc, ce sont des groupes qui réfléchissent avec l'esprit du patriotisme pour pouvoir participer à la reconstruction du pays. Et qu'il revient aux autorités ici seulement de lancer les signaux pour dire que le prix des visas est réduit pour les Congolais qui voulaient venir s'installer ici, mais aussi vous serez capable d'obtenir la résidence. Mon père et ma mère ont été enterrés sur cette terre, mon frère Hervé. Pourquoi dois-je payer 3 000 $ pour devenir résident du Congo, alors que j'ai fait mes études primaires ici, j'ai fait mes études universitaires ici, quand bien même j'ai continué ailleurs, mais je mérite une partie du Congo. Je ne suis pas un extraterrestre qui doit venir payer ma résidence pour être au Congo. Et donc, voici des questions d'ordre logique, des questions d'ordre existentiel auxquelles cette diaspora qui est autour du chef de l'État doit aider le chef de l'État de comprendre, parce qu'on ne peut pas venir investir 50 000 $ ici au Congo et dépenser 30 000 $ pour obtenir le document et la résidence avant même d'utiliser son capital. Très bien, l'émission est complètement terminée, la caméra est là devant vous. Un dernier message à tous ceux qui vous regardent à travers le monde et un message peut-être direct au gouvernant afin qu'il puisse trouver peut-être une solution à vous de la diaspora. Merci beaucoup, monsieur Abel. Je pense que le message c'est à deux niveaux. D'abord au gouvernant. Je pense que le gouvernant du Congo doit comprendre que tous les pays africains sont en train de miser sur l'apport de leur diaspora. Lorsque vous allez au Cameroun, lorsque vous allez au Sénégal, lorsque vous allez dans les pays comme le Ghana, le Nigeria, vous serez éblouis de voir que leur diaspora est en train d'apporter un changement substantiel et même la croissance économique au niveau microéconomique, au niveau micro-sociétal et au niveau macro-sociétal. Des investisseurs Nigériens qui vont chez eux pour investir dans tous les domaines parce qu'ils comprennent l'importance et la quintessence d'investir dans leur pays. Mais aussi, nous voudrions voir cet engouement auprès des autorités congolaises qui peuvent dire que maintenant, avec une diaspora qui compte 5
à 8 millions de Congolais, parce que c'est ça les estimations qu'on nous donne de par le monde, qui sont en Australie, qui sont en Chine, qui sont par-ci par-là. Nous voulions voir que les autorités peuvent créer des mesures incitative pour que les Congolais de la diaspora puissent venir ici au pays, mais aussi non seulement investir, mais aussi s'émouvoir dans les structures de gestion du pays, en fait d'entraîner un développement intégral du Congo. Ça, c'est au premier niveau. Le deuxième niveau, c'est à mes frères de la diaspora congolaise. Vous qui me suivez toujours et qui toujours plaidoyer pour la cause du Congo partout là où vous êtes, nous ne devons pas fermer les yeux et nous ne devons pas poser assez de conditions pour retourner chez nous. Pourquoi? Parce que ce pays est en train de partir. Ce sont les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Arabes, les Libanais qui sont en train de s'approprier l'économie du Congo. Et ça, c'est un danger parce que ne fût-ce que les petites et moyennes entreprises, les micro-projets devaient rester entre les mains des Congolais, des citoyens congolais qui n'ont pas assez beaucoup d'investissements. Mais aujourd'hui, ce sont ces étrangers qui s'en ont approprié. Et le danger, c'est lequel? C'est qu'ils sont tentés de rapatrier les devises chez eux plutôt que de réinvestir ici chez nous. Et donc, je vous appelle à venir nous joindre pour que nous puissions lever les défis du Congo et ramener le Congo dans le concert des nations avec une croissance, une balance de croissance positive pour notre économie. Monsieur Patient Baraka, merci de votre passage. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse Congo Buzz. Très bien, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique, Némi, Alpha, Jacob, mais aussi à vous, amis, aînés, camarades de la diaspora, Judith, Thomas, Solange, Idoa, Fidèle, Pombo, Amédée, Matonga, Merdi, Mabwa depuis les États-Unis, Pomi Poutou depuis le Brésil, Révérend Père, Jolie, Étienne Goma Kibouaka depuis l'Égypte, Jires Menga, Kiala, Rodrigue Mapouya depuis l'Angola. Merci à vous, au revoir d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.